Bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire donc consacré au sourcing d'apprenants. Je fais rentrer les derniers participants. Voilà. Donc sur ce sujet majeur aujourd'hui pour les organismes de formation, qu'il s'agisse de formation continue, d'alternance, à savoir le repérage de contacts et de prospects pour pouvoir avoir des candidats sur ces sessions de formation. On reviendra un peu dans un temps de présentation, un peu sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça ne l'était auparavant. Ensuite, sur les solutions qui sont aujourd'hui disponibles, notamment via LinkedIn. Je vous donnerai en fin de webinaire 5 tips pour optimiser vos campagnes de sourcing, notamment sur LinkedIn. Mais auparavant, je vous propose déjà de poser les termes du débat. À savoir aujourd'hui quelle est votre situation. Alors, vous êtes des organismes extrêmement différents les uns des autres inscrits aujourd'hui sur ce webinaire, mais ça peut nous permettre d'avoir une idée de comment se posent les termes du débat et notamment donc combien de contacts vous estimez devoir avoir pour pouvoir avoir en bout de course une candidature. Donc, je vous envoie dans le chat une proposition de sondage. Est-ce que ça apparaît pour tout le monde ou... Alors, hop. Ah. Alors, visiblement, il n'y a que moi qui peux répondre au sondage, c'est un peu dommage. Normalement, dans le chat, vous avez... Alors, sinon, vous pouvez simplement répondre directement par message sur à combien... La question, c'était à combien estimez-vous le nombre de contacts? Est-ce que c'est moins de 5 contacts pour une candidature? Est-ce que c'est 5 à 20 ou est-ce que c'est plus de 20 contacts pour une candidature sur votre formation? Très bien. Ok, donc on voit qu'on a des situations qui sont extrêmement contrastées. Dans le cadre d'une enquête avec des entretiens que j'ai réalisés l'an dernier, on se situe voilà, autour de 10 à 15 contacts pour une entrée, pour une candidature en tout cas, en formation. L'entrée, c'est encore autre chose, c'est là encore l'étape d'après, mais voilà. Donc on sait qu'on est sur une situation où on doit traiter finalement beaucoup de contacts pour envisager un dossier de candidature. Alors, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui de remplir ces sessions de formation? Un constat que je partage avec vous, mais vous êtes confronté à ça, donc vous connaissez ça très bien. La première raison, c'est qu'on est effectivement face à des publics qui sont extrêmement hétérogènes. On a une offre de formation qui est aujourd'hui pléthorique en France, hein, c'est près de 140 000 organismes de formation continue qui sont enregistrés. Rien que sur CPF, ils sont 15 000 avec près de 200 000 offres de formation. On a des propositions formatives qui sont extrêmement variées également, distancielles, présentielles, parfois hybrides. On peut être sur la formation continue, sur de l'alternance. Et donc, par rapport à tout ça, les attentes et les questionnements des candidats sont extrêmement nombreuses. Et donc, il faut pouvoir les traiter. Face à ça, les organismes de formation aujourd'hui ont des ressources relativement limitées. Alors, j'écarte peut-être les plus importants des organismes, mais globalement, ce qu'on constate, c'est que pardon, les organismes sont sur des ressources restreintes pour faire ce traitement des premières demandes d'information et d'information sur la formation. Parfois, c'est une ou deux personnes qui sont sur des fonctions d'accueil et d'information.
Pour autant, les organismes se doivent de traiter ces demandes entrantes qui sont relativement nombreuses. Le... Pardon, alors j'ai sauté le slide, pardon. Face à ça, donc les organismes ont des ressources limitées et font office un peu de conseil en évolution pro. On a une faible conversion donc à l'arrivée entre tous les candidats qui sollicitent et les personnes qui évidemment, in fine, vont candidater, ou en tout cas tenter de candidater sur la formation. Et donc, pèse sur les organismes un risque d'annulation ou de report de la session, ce qui est toujours extrêmement délicat, à la fois pour des questions pédagogiques, des réputations de l'organisme, et puis, in fine, d'impact économique, hein, puisque c'est autant de formations qui ne sont pas réalisées pour l'organisme. Alors, évidemment, par rapport à ça, ce n'est pas un problème nouveau. Les organismes ont déployé toute une série d'outils assez classiques de prospection, d'information, de communication pour pouvoir attirer les bons candidats sur leur formation. Mais on sait que ces outils sont de plus en plus en difficulté pour jouer leur fonction. D'une part parce que souvent, ce sont des outils de communication donc, qui sont sur des logiques de présentation et d'information sur la formation elle-même, avec un message qui est souvent très large, trop large peut-être, qui n'arrive pas suffisamment à cibler ni par les canaux ni par le contenu le public qu'ils souhaitent toucher. Hein, on peut prendre les exemples des publicités presse ou même des salons sur lesquels parfois les organismes se plaignent d'un retour sur investissement trop faible par rapport à ce que coûte un salon, soit le prix, soit les personnes présentes. On retrouve un peu cette problématique-là sur les outils traditionnels de présentation sur le web, par exemple, ou bien les fiches de formation qu'on a sur le compte personnel de formation ou sur les sites des Cariforef, où on est sur vraiment une présentation de la formation elle-même, mais de manière extrêmement générique, qui n'est pas forcément parlante pour les candidats, et en tout cas pour les candidats qu'on veut toucher. Face à ça, on a des réseaux de prescripteurs, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont saturés. La loi de 2018, elle imaginait que les conseillers en évolution professionnelle allaient faire ce travail de première information et aiguiller donc les candidats vers les différents opérateurs certificateurs en fonction du projet de la personne. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a assez peu de prescriptions en provenance de ces conseillers qui doivent faire face à leur mission d'origine, hein, si on prend France Travail ou la mission locale, plus des missions connexes, si on prend l'APEC, par exemple, d'information, mais aussi de reconversion. Et la formation, c'est un sujet pour eux, mais c'est évidemment pas le seul. Et donc, on se retrouve avec des campagnes qui sont parfois inadaptées et qui n'arrivent pas à toucher directement la personne ou la cible qu'on souhaiterait toucher au regard de notre offre de formation. Alors, deuxième Je me permets d'intervenir parce Ouais. que je ne vois pas ton PowerPoint à l'écran. Ah, pardon. Alors, je vais le remettre. Merci Martine de cette vigilance. Hop. Normalement, là, c'est un peu mieux. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Très bien, pardon. Donc, j'en étais à les méthodes qui peinent à convertir. Donc, je viens de les balayer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer non pas de remplacer, parce que ces outils-là sont bien sûr essentiels aujourd'hui pour toucher toute une série de publics, et on ne peut pas imaginer se passer d'une page Internet ou de la présence sur certains salons, mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et compléter sa stratégie de prospection à des nouveaux outils? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil formidable qui s'appelle LinkedIn, sur lequel justement les personnes viennent se présenter, présentent leur parcours, présentent leurs compétences et éventuellement même peuvent donner des indications sur leurs attentes en termes de formation. Ah, pardon. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être très utiles. Pardon, ça a ressauté. Ouais. Qui peuvent être très utiles justement par rapport au ciblage qu'on évoquait précédemment. Donc, c'est ce que moi j'appelle la prospection individualisée et suggestive. Hein, l'idée, c'est qu'on est bien sur la formation, donc on est toujours sur un projet, pas sur un produit, mais que par contre, on peut aller au-devant
de personnes, de prospects, en leur suggérant une offre de formation qui correspond à leurs attentes. Alors, le ciblage précis, il permet justement, à travers les moteurs de recherche qu'offre LinkedIn, d'aller chercher des profils qui correspondent à son offre, hein, et on sait qu'on est sur des domaines d'activité, des métiers, des compétences aussi, qui sont souvent très spécifiques. Et donc, on va pouvoir faire ce système de filtre-là, alors soit sur une offre LinkedIn, j'allais dire gratuite, classique, soit en utilisant des outils payants qui sont proposés par LinkedIn, comme Sales Navigator ou LinkedIn Recruiter, qui permettent du coup d'avoir des champs additionnels et des ciblages un peu plus fins et un peu plus précis. Alors nous, chez Matchcomp, on travaille principalement sur Sales Navigator aujourd'hui. À partir de ce ciblage, donc je reviendrai tout à l'heure donc là, sur les 5 petits types de comment on construit un ciblage précis. On construit une campagne de messages personnalisés, puisqu'on a aujourd'hui des outils de campagne de messages automatisés, un type Wallaxy, LinkedIn, sur lequel vous pouvez du coup envoyer toute une série de messages. On reviendra aussi sur la manière de construire ces messages et comment les organiser. Mais l'idée générale, c'est évidemment de partir plutôt emploi-compétences, donc de montrer la plus-value de la formation pour la personne par rapport à son parcours, plutôt que tout de suite aller sur la présentation de la formation et de la certification, même si évidemment, il faudra en parler aussi. À partir de là, on génère ce qu'on appelle des contacts qualifiés, puisque les gens vont, si le ciblage et les messages sont bons, se connecter. Et donc, on a une source de personnes qui, visiblement, manifestent un intérêt pour la proposition que vous avez faite et donc sont des contacts qualifiés. Et à ce moment-là, on finit de qualifier ces contacts avec une série d'échanges de messages, généralement sur la messagerie LinkedIn, mais ça peut être aussi par mail par ailleurs, mais c'est quand même principalement sur la messagerie LinkedIn. On vient apporter des éléments complémentaires d'information sur la formation, sur sa réalisation, avant de la transmettre à l'organisme pour finaliser l'acte de candidature avec toute la problématique de dossier d'inscription, de prise en charge financière, etc. Donc voilà. Donc avant d'aller plus loin, déjà juste pour avoir une petite idée de aujourd'hui, donc toujours comme tout à l'heure par messagerie, est-ce qu'il y en a qui utilisent LinkedIn sur leur prospection actuelle? Et si oui, en fait, est-ce que c'est simplement un usage de prise de contact direct ou vous utilisez des outils payants du type LinkedIn Ads ou les outils que je viens de présenter, c'est-à-dire Sales Navigator par exemple. Donc, je vous laisse partager éventuellement dans le chat. OK, donc on a des logiques de publication de posts, hein, ce qui fonctionne tout à fait, à partir du moment où on a des audiences. OK. OK, donc principalement des outils de publication de posts. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui d'achat de ads, par exemple. Post payant, d'accord, très bien. On a un premier exemple là. OK. Alors, par rapport à cette démarche-là, qui est un peu nouvelle, hein, je vois bien, de prospection individualisée. Donc, nous, on a mis ça en place avec Matchcomp en début d'année. Et là, sur l'été, on a réalisé une douzaine de campagnes avec différents types d'organismes entre juin et septembre. Donc là, je vous livre un peu les résultats tout frais de ces démarches-là. Alors, on a travaillé avec des organismes assez différents, aussi bien des établissements d'enseignement supérieur comme l'INSA, l'INP de Grenoble ou Sciences Po Grenoble, des organismes qui sont rattachés à la CCI d'Allier, donc l'IEQT, l'Académie du PLM et l'IFAG, un autre organisme de formation continue qui est plutôt sur le numérique sur Grenoble, le campus numérique, et puis un organisme de formation sociale sur Clermont qui s'appelle l'ISRA. Donc, c'est des choses extrêmement différentes. Le constat qu'on fait de manière globale, c'est que cette approche-là, elle fonctionne plutôt bien avec les candidats.
ils considèrent en fait qu'on vient leur faire une proposition qui est pertinente au regard de leur parcours, puisqu'on a travaillé préalablement le ciblage et les messages. Et on se retrouve avec des taux d'acceptation de connexion qui oscillent entre 20 et 50%, et des fois avec des taux très élevés. Hein. Donc là, on avait un master véhicule électrique à l'INSA, c'est monté à 47%. Mais même avec des taux à 20 ou 30%, ça veut dire qu'on a quand même une acceptation de la proposition, un intérêt en tout cas de nos cibles, et quelle que soit d'ailleurs la nature de la formation. Ce que je peux dire, c'est que probablement, si on regarde un peu sur les types de formations qu'on a promus, plus on est sur des sujets spécifiques, plus la personne aura le sentiment qu'on s'intéresse à elle pour ce sujet-là, et donc en résonance avec sa propre activité, ses propres attentes. Et c'est là où évidemment ça fonctionne le mieux. Bon, véhicule électrique, c'est un très bon exemple. Par exemple, c'est un domaine évidemment émergent, enfin un peu émergent, un peu moins maintenant, mais qui reste émergent et qui intéresse énormément les gens qui travaillent dans ce domaine-là. À partir de ce taux d'acceptation, donc comme je l'ai expliqué, on déroule une campagne de messages et puis ensuite, on est en contact direct avec ces prospects-là pour présenter la formation. On arrive à un volume de pré-candidature qui oscille donc là, sur les campagnes que j'ai prises, entre 5 et 13 candidats. Donc ces candidats-là, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont manifesté un intérêt pour le contenu de formation puisqu'ils se sont connectés. Ensuite, ont été au devant, ont pris les devants en envoyant des messages pour en savoir plus sur la formation, et à l'issue d'un échange de messages, ont manifesté le souhait de vouloir être mis en relation avec l'organisme pour pouvoir éventuellement envisager une candidature. Donc, on est vraiment sur un, un volume de prospects qui sont très qualifiés, qui sont informés, qui connaissent la formation et qui ont exprimé une réelle motivation à rentrer sur ce cursus-là. Et donc, à ce moment-là, c'est à l'organisme de prendre la main pour finaliser les choses. Et ce qu'on voit, c'est ce que je mets un petit commentaire en bas, c'est que bien sûr, c'est important d'avoir un niveau d'acceptation suffisant, hein, sinon on n'a pas la base de prospection suffisante pour dialoguer. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas forcément de corrélation tout à fait entre ce volume-là et le nombre de pré-candidatures. On peut avoir des fois des choses qui se font, et on a toujours un nombre de pré-candidatures relativement intéressant pour aller abonder une session qui va compter une dizaine, une douzaine, une quinzaine de candidats. Voilà, pour l'organisme, c'est intéressant. Alors, je dis juste un mot de comment on travaille, et après, je reviendrai sur les 5 types pour bien réussir sa campagne quand on utilise ce type d'approche. Donc, nous, sur Matchcomp, on propose une solution de campagne clé en main et sur lesquelles on définit avec vous à la fois le ciblage, donc tous les mots-clés, tout ce qui peut caractériser les profils que vous souhaiteriez toucher. Ensuite, on organise la campagne, on fait valider la campagne et ses messages, et on vous transmet progressivement les prospects. Et en fin de campagne, on fait le bilan avec vous de la campagne pour voir un peu ce qui a fonctionné. Voilà. Alors maintenant, les 5 types pour bien réussir sa campagne au regard de ce qu'on a pu voir au travers la douzaine de campagnes qu'on a réalisées, un peu plus maintenant, puisqu'on en a d'autres qui sont en cours. Donc concrètement, vous allez aller sur LinkedIn, aller filtrer une cible par rapport à votre offre de formation. Donc là, selon, je l'ai dit tout à l'heure, selon l'outil que vous allez avoir plus ou moins de filtres disponibles. Donc évidemment, si vous allez sur Save Navigator, Recruteur, vous aurez un peu plus. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est le filtre principal, c'est l'intitulé de poste actuel. C'est sur celui-là que vous allez pouvoir vraiment aller chercher les gens qui correspondent à votre offre de formation. Le mode de fonctionnement, c'est d'aller taper des mots-clés qui sont en correspondance avec votre formation, et vous voyez en face le nombre de prospects qui vous est proposé. Et si vous imaginez que les profils proposés correspondent à ce que vous pouvez attendre. Vous faites ça sur un certain nombre de mots-clés, et ce sont ces mots-clés qui ensuite, avec une recherche booléenne, vous permettent d'avoir un périmètre de prospection. Vous couplez ça, bien sûr, avec du zonage géographique, si votre formation est présentielle ou hybride, et éventuellement avec d'autres critères, si vraiment ils sont pertinents. Je pense par exemple à l'ancienneté dans le poste ou au type de poste occupé, si vous allez chercher plutôt soit des juniors, soit à l'inverse des personnes avec de l'expérience. C'est des filtres qui existent. Le deuxième point très important, c'est le travail sur ces messages. Alors, travailler ces messages, et en particulier le premier message, celui de la demande de connexion.
L'idée, c'est de trouver un angle. Donc, vous pouvez, selon le type de formation et l'organisme que vous représentez, bien sûr, jouer sur la notoriété de l'organisme, mais aussi, bien sûr, sur les perspectives professionnelles. Donc, c'est un autre angle d'attaque, c'est-à-dire, avec cette formation-là, on sait que nos alumni ou les professionnels qui l'ont suivi ont pu aller sur tel ou tel type de mission. Ou bien sur le contenu même de la formation et également sur la qualité des intervenants, si ce sont des intervenants qui sont particulièrement qualifiés. Bien sûr, j'imagine qu'ils le sont, mais vous pouvez jouer sur le fait qu'ils ont un certain parcours, des publications, une certaine renommée sur leur domaine. Le troisième conseil que je donne, c'est de trouver le bon tempo. Bien sûr, donc votre session de formation, vous avez une date en amont qui est la date de dépôt des dossiers de candidature, et donc c'est sur cette date-là que vous allez chercher à amener des candidats à se positionner. Donc l'idée, c'est d'essayer de se donner du temps en amont de cette date de dépôt de candidature. On sait qu'un choix de formation, ça comporte beaucoup d'éléments, hein, à la fois professionnels, personnels, des questions financières. Donc, il faut laisser le temps aux gens de se positionner. Et donc, voilà, moi, je conseille au moins un mois, mais c'est vrai qu'idéalement, disposer de 3, 4 mois en amont, ça permet vraiment d'amener la personne sur la découverte de la formation, éventuellement un positionnement dessus. Euh, Nourrissez la réflexion, ça serait mon quatrième conseil. Euh, En fait, par ce canal-là, par les connexions que vous allez établir, vous allez ensuite pouvoir envoyer un certain nombre de messages, on l'a vu, mais idéalement, c'est bien d'accompagner ces messages avec des ressources additionnelles pour permettre à la personne de comprendre complètement la qualité de votre proposition de formation et donc de valoriser des ressources que souvent vous avez déjà ou qui peuvent être construites pour l'occasion. Je pense par exemple à des témoignages d'alumni, si vous avez des témoignages vidéo ou même écrits, les partager, des conférences ou des supports qui ont été produits par les intervenants et qui seraient partageables pour donner un peu à voir un échantillon de ce qui va être présenté et ce qui sera acquis à l'issue de la formation. Évidemment, proposer des webinaires de présentation ou des informations collectives, qui sont souvent l'occasion aussi de rencontrer l'équipe pédagogique, au moins le responsable pédagogique. Donc ça, c'est toujours un plus. Et puis après, des supports plus classiques, type plaquettes, voilà, voilà. Donc ça, c'est des choses qui pourront être égrenées au fur et à mesure des messages que vous enverrez et qui vont nourrir la réflexion des prospects que vous avez identifiés. Et puis enfin, un dernier conseil, évidemment, c'est d'adapter le rythme selon la date de la session. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait trouver le bon tempo, mais après, vous avez aussi des démarrages de prospection qui peuvent être plus ou moins tardifs. Mais en tout cas, voilà, le constat que je fais, moi, sur les sessions réalisées, les campagnes réalisées, c'est que plus la session est proche, plus vous allez être amené à vous concentrer sur la présentation de l'offre de formation. En gros, sa date de démarrage, son fonctionnement, sa durée, les possibilités de prise en charge, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps. Par contre, plus vous avez de temps disponible, eh ben, plus vous pourrez avoir une ouverture métier-compétences. Voilà, donc il faut essayer de calibrer selon ce calendrier-là. Voilà. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Donc, je vous propose maintenant de passer éventuellement à des questions ou des échanges. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des remarques ou des demandes de compléments d'information ou éventuellement des témoignages par rapport à vous-même, vos pratiques en termes de prospection? Est-ce que c'était clair déjà? J'étais peut-être un petit peu vite sur certains aspects. Alors, comme tout à l'heure, il y a eu des remarques sur l'achat de postes payants sur LinkedIn. Est-ce que justement, ou sur la publication de postes, déjà sur votre activité sur LinkedIn, est-ce que vous avez aussi des retours d'expérience? En gros, vous êtes assez satisfait de ça ou vous rencontrez des difficultés de retombées ou de mesures d'impact par rapport à votre logique de prospection?
Bonjour, Jean-Yves Desbourdes. Bonjour. Pour répondre, alors en plus, je parle sous le contrôle de ma collègue qui est aussi en ligne. Et donc, nous, Alors, réalisé juste, des postes payants. ouais, juste préciser ouais, votre établissement. Alors, l'Université de Tours, pardon. D'accord. Donc, nous, on a réalisé des postes payants qui ont eu un impact très fort en termes de, de, de retour. Il y a beaucoup de retours, mais ça ne s'est pas concrétisé en prospect. D'accord. Mais par contre, oui, le ciblage a permis d'avoir euh, une, euh, une- une écoute, je dirais, je résumais ça comme ça, assez importante. Ouais. Mais par contre, il n'y en a que 4 dans l'année qu'on nous accorde au niveau de l'université, parce que nous, on est formation continue et les budgets sont pas extensibles. Mais pour l'instant, je crois qu'on en a fait un, mais qui a vraiment montré tout son intérêt, quoi. Très bien. Ok. Donc, ça veut dire que c'était des personnes qui étaient bien ciblées, intéressées par le contenu, mais qui n'ont Ouais, pas tout forcément à fait. derrière imaginé rentrer en formation. Ok. Voilà, mais Est-ce on que, a réussi à ouais, les toucher. bien sûr, On a ouais, forcément touché un plus large public que d'habitude. ok. Et est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait aussi une problématique de temporalité par rapport à ce faible niveau de candidature? Est-ce que la campagne a été réalisée suffisamment en amont ou un peu tardivement? Parce qu'il y a aussi cette tentation-là qui est de lancer ce type de campagne un peu sur le tard quand on voit que les effectifs ne sont pas atteints et on veut essayer de trouver des solutions. Ou est-ce que vous y êtes pris c'est pas du tout pour vous, c'était pas un sujet, vous êtes pris suffisamment en avance? Alors là, je peux pas répondre de ce cadre-là. Il me semble que c'est une deuxième campagne qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on D'accord, avait déjà effectué une campagne et on a voulu pousser la campagne plus loin. d'accord. Ok. Mais Jessica, si tu peux confirmer, je fais l'appel à un ami, une amie hein, dans ce cas-là. Non, mais elle veut pas. Ah bah, je la vois, elle est occupée. Donc, non, non, Ok, mais et en plus, c'est un premier essai. C'est-à-dire que hum, c'était vraiment une expérience en soi, de dire est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. hum, hum, hum. Et ça nous a permis de valider, en fait, parce on s'est lancé sur LinkedIn il y a très peu de temps. C'était l'occasion de tester l'outil aussi. Est-ce que ça apportait un plus-value de passer sur LinkedIn, parce qu'avant, on était sur d'autres réseaux. Et à la fois LinkedIn et à la fois le poste payant a permis de valider les démarches en fait. Hum, ok. Et donc sur LinkedIn, vous êtes sur une page dédiée à la formation On est continue de non l'Université de non Tours. justement, Non, on est sur la page de l'université. d'accord. On n'a pas de page dédiée formation continue. Ok, ok. Donc c'était aussi le fait de valider ça aussi. Hum. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou retours d'expérience ou questionnements par rapport à tout ça? Notamment qui ont déjà eu des activités LinkedIn, soit en ayant leur propre page ou des logiques de poste. Est-ce qu'ils font un bilan de ça aujourd'hui? Je sais que c'est pas évident parce que effectivement, notamment dans les établissements universitaires, les directions de la communication sont souvent assez tatillonnes sur le fait de ne pas créer des pages LinkedIn connexes à la page de l'établissement dans son ensemble, et que du coup, c'est assez contraignant effectivement en termes d'usage pour de la formation continue ou de l'alternance d'ailleurs, puisqu'on est dans une logique de communication qui est extrêmement large et voilà. Donc, c'est souvent un sujet. Et il y a de plus en plus d'établissements qui, du coup, enfin, qui basculent sur des pages dédiées quand même sur la formation continue, notamment. Moi, j'étais ce matin avec Sciences Po Grenoble qui a sa page, par exemple, ou je travaille également avec Gustave Eiffel qui est aussi sur cette logique-là, quoi. Mais je ne sais pas si autour de l'écran, il y a déjà d'autres gens qui ont des difficultés de ce type-là aussi, ou non, pas plus que ça.
Donc, du côté de Toulouse. Alors, en fait, disons que la démarche que j'ai présentée aujourd'hui, effectivement, elle peut être abordée de différentes manières. Soit vous... Ouais, alors je vais répondre justement, là, j'allais y venir sur cette histoire de compte entreprise et compte personnel. Donc, c'est vrai que sur LinkedIn aujourd'hui, si vous souhaitez engager une démarche, vous allez faire de la prospection en faisant des campagnes automatisées pour vous connecter à des gens. Vous pouvez le faire qu'avec un compte personnel. Vous ne pouvez pas le faire avec un compte entreprise. Donc, à partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des agents, des collègues qui acceptent en fait d'utiliser leur compte personnel pour le mettre au service de cette prospection. Et à ce moment-là, vous pouvez leur financer des accès payants, des accès premium ou Sales Navigator, par exemple. Et donc, à partir de leur compte, engager des campagnes de connexion. Alors évidemment, quand je dis ça, on voit tout de suite les limites de cette pratique-là. Le fait est que ce sont des comptes des personnels, hein, ce ne sont pas des comptes entreprises. Et ensuite, en cas de mobilité, vous perdez tout le bénéfice du réseau et des prises de contact qui sont faites. Mais bon, c'est une possibilité. Soit, la deuxième option, c'est effectivement de passer par un tiers qui va, lui, valoriser un compte personnel et engager une campagne. C'est ce qu'on fait, nous, chez Matchcomp, par exemple. Et du coup, ça vous évite d'avoir à recourir à ces comptes personnels tout en ayant les bénéfices d'un sourcing et de messagerie, de messages automatisés. Voilà, aujourd'hui, c'est les deux options. Et après, la troisième option, c'est d'aller directement avec LinkedIn sur un achat de prestations type ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que font certains de postes payants pour pousser une présentation qui, du coup, permet d'avoir, c'est sûr que LinkedIn a une puissance de diffusion extrêmement importante, mais voilà, là aussi, il faut pouvoir avoir des retombées derrière. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on va avoir un message, une communication très large. Bon, après, est-ce qu'on a derrière des outils de présentation, notamment une page LinkedIn, une capacité de réagir, voilà. Et ben, en fait, chez Matchcomp, c'est mon compte à moi qui est utilisé pour faire ces campagnes, les campagnes que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, moi, je suis actif sur LinkedIn depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai un réseau relativement étendu. Et donc, je peux avoir une activité sur LinkedIn relativement importante. Et c'est ce que je fais, en fait. Donc, j'ai un compte Sales Navigator et ensuite, j'ai un compte sur un outil d'automatisation de campagne. Et c'est ça que je mets en œuvre pour pouvoir réaliser la campagne. Voilà. Donc, c'est un peu un tout en un qui facilite un peu les choses quand vous avez besoin de faire une session ou plusieurs sessions spécifiques sans vous engager dans quelque chose de plus complexe. C'est ce qu'on disait avec tout de suite les comptes personnels et les achats de comptes premium. Voilà. Très bien. Bon, tant mieux si c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques autour de l'écran par rapport à ces sujets-là? Ou est-ce que vous souhaitez... Ah, très bien. Je vais laisser Natacha qui nous fait une proposition. Très bien. Donc, ce que je voulais pointer aujourd'hui, c'était effectivement qu'on est sur un enjeu qui est évidemment très important. On est tous bien conscients du sujet. Vous présenter rapidement cette nouvelle approche qui est accessible, donc, comme je l'ai dit, par différents canaux, hein, qui vise justement à aller sourcer spécifiquement des profils en fonction de son besoin de formation. Ce qui est intéressant, je prends souvent cet exemple-là, c'est que notamment dans la question du poste occupé, on peut vraiment aller chercher des mots-clés qui ne sont pas parfois au cœur vraiment de... Par exemple, je travaille avec Gustave Eiffel sur un module de 5 jours autour de la construction en terre crue, où ils vont chercher plutôt des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage autour de ça. En fait, finalement, c'est le mot terre crue
qui était hyper discriminant pour aller chercher des gens que ça intéressait spécifiquement et donc sur lesquels on est en train de dérouler une campagne de message. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir faire ce type de profilage avec cet outil-là, plutôt que d'être sur une logique uniquement maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qui sont très génériques et sur lesquels on va probablement taper à côté si on veut leur proposer un module de 5 jours en construction terre, par exemple. Voilà, c'est pour illustrer un peu le propos. Donc, par rapport à cette question du sourcing d'apprenants, voilà, bien sûr, il existe des outils classiques et il ne faut pas les abandonner, ils sont toute leur place, mais on a des nouvelles logiques qui peuvent être utilisées, notamment sur LinkedIn, et qu'il ne faut pas hésiter à déployer ces outils et à faire une combinaison des deux, hein, comme j'ai essayé de le démontrer, donc avec des ressources qui sont poussées vers les bonnes personnes, et ce, pour, en fin de course, éviter les risques d'insuffisance de candidature et donc d'annulation ou de report de sessions de formation. Comme je le mets sur la présentation, je suis bien sûr disponible pour continuer l'échange avec vous, pour évoquer notamment vos situations spécifiques ou si vous avez besoin d'éclairage complémentaire par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est sans problème. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Voilà, je vous remercie vraiment à toutes et tous de votre participation aujourd'hui. Et ben, je vous souhaite une très bonne chance et une bonne réussite dans les recrutements de vos sessions sur l'année à venir. Merci à tout le monde et bonne fin de journée.